c'est un honneur et un véritable plaisir de faire ce mot de présentation pour le professeur Sohail Cache, originaire du Liban, chrétien libanais. Après ses études de sciences politiques au Liban, Sohail Cache arrive à Paris en pleine conjoncture politique et intellectuelle de mai 68. Il poursuivra ses études à Paris et fera sa thèse de doctorat d'État en philosophie sous la direction de François Châtelet à l'Université Paris 8, sous le titre « Convaincre, discours de répression ». Une thèse qu'il soutiendra en 1980 sous la présidence de Jean-François Lyotard, rien de moins. Sohail Cache a été professeur à la faculté de droit, sciences politiques et administratives de l'Université libanaise à Beyrouth. Il est depuis 1998 professeur associé à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Il a beaucoup publié, notamment en arabe, Pouvoir et savoir dans le monde arabe, et ainsi que Au commencement était la Moumana. Il a également publié des ouvrages intitulés « Convaincre, discours de répression et crise de l'orientalisme ». Il a par ailleurs co-dirigé avec Marie-Hélène Parizeau plusieurs ouvrages collectifs, dont Pluralisme, modernité et monde arabe en 2001, De l'inégalité dans le dialogue des cultures, mondialisation, santé et environnement en 2005, Néo-racisme et dérives génétiques en 2006 et À chacun son développement durable, de la diversité culturelle aux nanotechnologies en 2017. Dans tous ces ouvrages, il a aussi commis des chapitres. On peut aussi le suivre, avis aux intéressés, sur YouTube, où il a différentes séries de conférences, dont les plus récentes sont sous le titre « L'Orient imaginaire ». Comme tous ces titres d'ouvrages l'indiquent si bien, Sohail Cache mène une réflexion de fond qui cherche à déstabiliser et remettre en question ce qu'on pourrait nommer une certaine hégémonie de la rationalité occidentale et qui s'élabore aussi sous la forme d'une critique de la modernité. J'étais donc très contente qu'il soit invité par le Comité Équité de la Société de philosophie du Québec, puisqu'il propose une importante contribution visant à donner la parole à un autre de la modernité, voire, comme le premier titre de sa conférence l'indiquait, à l'autre de l'Occident moderne. Aujourd'hui, sa conférence a changé de titre, donc le titre est « L'impensé arabe de la philosophie ». Je le remercie chaleureusement et je lui laisse la parole. Merci. Bon, l'impensé arabe de la philosophie. Je commence tout de suite pour ne pas perdre du temps. Au commencement était la Grèce et son miracle, qui fut à l'origine non seulement de la civilisation occidentale, mais c'est plutôt elle qui aurait inauguré l'histoire universelle de Hegel. C'est comme si tout le monde était grec au départ, aussi bien l'Occident que l'Orient, mais à des degrés différents. N'est-ce pas la Grèce d'Homère et de Périclès qui a séparé l'Orient de l'Occident? Si les Arabes ont dégénéré après leur âge d'or, si leur histoire s'est arrêtée en attendant les lumières de l'Occident européen, c'est parce qu'ils ont cessé justement d'être suffisamment grecs et ont perdu les traces du modèle initial qu'ils ont eu l'avantage à un moment donné de traduire et de propager sans pouvoir pour autant le questionner et l'adapter à leur désert spirituel. Cette manière provocatrice de présenter les choses n'est pas fortuite. Elle prédomine avec ses préjugés la façon dont on répète un schéma hegelien simpliste qui divise l'histoire universelle et avec elle l'histoire de la philosophie en Antiquité, Moyen-Âge et temps moderne, et qu'une multitude de recherches persiste à mettre l'accent sur la continuité rectiligne qui préside à cette périodisation allant du miracle grec jusqu'à la rationalité moderne de l'Occident. D'ailleurs, en tant que
élève de couvent élevé dans un esprit miraculeux, j'ai beaucoup de scepticisme vis-à-vis de ce qui est tout ce qui est miracle. En effet, et selon une tradition de philosophie de l'histoire systématisée par Hegel, surtout dans la philosophie, leçon sur la philosophie de l'histoire, on a pris l'habitude de faire remonter la naissance de la philosophie et des sciences à l'époque classique grecque qui débute au 7e siècle. C'est une manière de désigner, de par sa généalogie, l'originalité d'une civilisation qui a connu une évolution spécifique selon le récit traditionnel de la rationalité occidentale à travers l'histoire. Le miracle grec et son prolongement romain, évidemment romain occidental, en occulte Byzance. 2. Le Moyen-Âge chrétien. Et 3. Les temps modernes. Cette continuité dans le récit historique trouve son fondement dans la discontinuité qui se serait produite entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ avec l'émergence du savoir grec, dissipant avec sa lumière les traces orientales de ses origines. La tradition occidentale de l'origine de la philosophie est associée à ce récit miraculeux et non originaire de l'origine, où l'histoire de la philosophie, comme l'histoire de la science d'ailleurs, trouve son fondement grec à la même époque. C'est en quelque sorte le degré zéro de l'écriture, comme dirait Roland Barthes. Or, depuis le déchiffrement du linéaire B mycénien par Michael Ventris et John Chadwick en 1957, dans les années 50, la date des premiers textes grecs dont nous disposons depuis Homère et Hésiode a reculé d'un demi-millénaire. La civilisation mycénienne s'est effondrée en 1200. Ce déchiffrement de la langue mycénienne, à laquelle s'apparente la langue d'Homère et de Platon, modifie tout le cadre dans lequel se situe le récit des origines de la pensée hellénique. Cette langue grecque, oubliée ou refoulée par l'âge classique, nous révèle un monde grec qui s'apparente dans beaucoup de ses traits au royaume du Proche-Orient qui lui sont contemporains. Un même type de société se révèle dans les écrits en linéaire B de la Grèce archaïque et dans les archives en cunéiforme trouvées à Ras Shamra ou Garit et à Mari en Syrie. Mais avec Homère, le monde grec change, comme si, dès l'âge homérique, les Grecs ne pouvaient plus exactement comprendre leur passé mycénien qu'ils croyaient faire ressurgir dans la mythologie. Martin Nilsson a montré que la religion et la mythologie de la Grèce classique s'enracinent dans le passé mycénien crétois. Donc ce ne sera pas un indo-européen, malheureusement pour les défenseurs de la thèse indo-européenne de la Grèce. Que la religion et la mythologie de la Grèce classique s'enracinent dans le passé mycénien crétois. Mais dans les autres domaines, la rupture est radicale. C'est dire l'écart qui sépare la Grèce classique de son passé oriental. Et cela dans ce qui caractérise la raison grecque qui a pu se dégager d'une mentalité religieuse, jeter les fondements de la police et assurer par cette libération de la parole l'avènement de la philosophie. Cette Grèce archaïque qui a connu son essor à une époque où la Méditerranée ne marque pas encore de part et d'autre de ses rives une coupure entre l'Orient et l'Occident, est détruite par l'invasion dorienne qui va rompre pour une longue période les liens de la Grèce avec l'Orient. Repliée sur elle-même, la péninsule grecque retourne à une forme de société purement agricole, comme dirait Vernon. Dans la chute de l'Empire mycénien, le système palatial s'écroule. On ne trouve plus trace d'un contrôle organisé par le roi, d'un appareil administratif, d'une classe de scribes d'origine crétoise. C'est peut-être là la démarcation avec l'Orient.
et qui va favoriser l'émergence de la démocratie. La langue elle-même disparaît. Quand les Grecs la redécouvriront vers la fin du IXe siècle, en l'empruntant cette fois aux Phéniciens par le biais de Cadmous de Tyr et frère d'Europe, c'est mon compatriote, d'après la mythologie grecque, Zeus aurait enlevé Europe, il y a une fameuse toile sur ça, et il l'aurait épousée, et Cadmous était allé la rechercher en Grèce, et il a fondé la ville de Thèbes, parce qu'il n'a pas... Je ne sais pas pourquoi, mes recherches ne sont pas abouties sur ça, pourquoi il a donné son nom au continent connu sous l'Europe actuellement. C'est phénicien. Elle sera un fait culturel autre, non plus la spécialité d'une classe de scribes, mais l'élément d'une parole publique. Jean-Pierre Vernant a bien analysé les traits caractéristiques de cette transformation en s'appuyant sur les travaux de Louis Gernet. En effet, Vernant situe l'époque géométrique de la Grèce entre 900 et 750 avant Jésus-Christ, pendant laquelle le monde grec de l'âge du fer tente de combler par le mythe le trou de mémoire qui le sépare de l'âge du bronze mycénien. C'est dans ce cadre historique que se situe l'acte de fondation du classicisme grec, dont les contours mythologiques ont été fixés par Homère et Hésiode. À la lumière de ces découvertes récentes, l'hypothèse hegelienne d'une rupture radicale entre la Grèce et les civilisations orientales qui l'ont précédée semble être prisonnière des recherches helléniques du XIXe siècle d'une part et imprégnée par une démarcation théorique que Hegel dresse entre le génie grec et l'esprit oriental d'autre part. L'histoire universelle, je cite Hegel, va de l'Est à l'Ouest, car l'Europe est véritablement le terme et l'Asie le commencement de cette histoire. Pour l'histoire universelle, il existe un Est, puisque l'Est est en soi quelque chose de tout relatif. Toujours citation de Hegel, mais ce qui fait que nous sommes en terre natale chez les Grecs, c'est que nous découvrons qu'ils ont fait de leur monde leur patrie. Ils ont certes plus ou moins reçu les rudiments de leur religion, de leur culture. Il a prévu notre protestation, donc il essaye de répondre a priori. Ils ont certes plus ou moins reçu les rudiments de leur religion, de leur culture, de leur consensus social, d'Asie, de Syrie et d'Égypte. Mais ils ont effacé, transformé, élaboré, bouleversé ce que cette origine avait d'étranger. Ils l'ont à ce point métamorphosé que ce qu'ils en ont, comme nous, apprécié, reconnu et aimé, est essentiellement leur. C'est pourquoi dans l'histoire de la vie grecque, on peut et on doit certes revenir en arrière, mais on peut tout aussi bien se passer de ce retour, toujours Hegel, car leur développement spirituel n'a besoin d'un élément reçu, d'un élément étranger qu'à titre de matière dont le choc lui donne l'impulsion. Fin de citation. Cette coupure, Althusser aurait dit épistémologique, instaurée par Hegel entre la Grèce et les civilisations orientales qui l'ont influencée, est fondée sur le fait que la naissance de la philosophie est liée à l'émergence d'une problématique, elle-même liée à l'apparition d'une école. Hegel semble insister sur cette démarche pour distinguer les premières écoles philosophiques grecques des balbutiements et des questionnements orientaux qui les ont précédés. En essayant d'identifier les fondateurs des premières écoles philosophiques grecques, Diogène Laërce les résume en trois, Thalès, Pythagore et Héraclite, tout en considérant que chacune de ces écoles est inaugurée par un fondateur qui forcément n'a pas eu de maître. Ce schéma, qui me semble être adopté par Hegel pour insister sur le génie grec et son mérite d'avoir problématisé ce que l'Orient avait laissé en état de questionnement éparpillé, n'arrive pas à nous expliquer, par exemple,
pourquoi les premières écoles philosophiques étaient l'œuvre de philosophes non grecs. Thalès, le premier, le fondateur de la première école philosophique grecque, école de Milet, est non seulement phénicien qui est né à Tyr, mon compatriote, mais il a été formé en mathématiques, physique et astronomie auprès du sacerdoce égyptien. Et les Grecs, lorsqu'ils le regardaient les étoiles et les observaient, le traitaient de fou, parce qu'ils n'avaient aucune notion d'astronomie. Sinon, pourquoi il est allé étudier en Égypte? Il pouvait aller à Sparte, s'il y avait une science avancée. Mais il a été formé en mathématiques, physique et astronomie auprès du sacerdoce égyptien, au même titre que Pythagore, qui aurait passé 22 ans de sa vie en Égypte à acquérir les sciences égyptiennes avant d'être capturé par Cambyse, qui l'a ramené en Perse lors de son invasion de l'Égypte. Au moins 2 des fondateurs d'écoles philosophiques grecques cités par Diogène Laërce avaient chacun son maître égyptien, qui est resté incognito, avant de venir ouvrir des écoles en Grande Grèce, qui servaient de terre d'accueil où la parole circulait librement. Au lieu d'insister sur le génie purement grec qui aurait tout inventé, aussi bien la philosophie que la science, Hegel aurait pu constater que ses fondateurs ont été formés là où le savoir scientifique était plus avancé, Égypte, Babylone. Et ce qui les a motivés à venir fonder leurs écoles en Grèce, c'est que justement le savoir en Grèce, à l'opposé de l'Égypte ou de Babylone, n'était pas le monopole des prêtres du temple, ni un secret divin dont l'accès est interdit au public. Indépendamment du fait que tel ou tel philosophe présocratique était d'origine grecque ou pas, il est prouvé que l'Égypte et Babylone étaient la destination obligatoire de tout grec voulant s'initier aux sciences de l'Orient. Nous savons, disait Cicéron, que Pythagore, Démocrite et Platon ont voyagé dans les pays les plus lointains. Selon eux, on ne pouvait se dispenser d'aller là où il y avait quelque chose à apprendre. Fin de citation. L'explication hegelienne fondée sur le seul génie grec ouvre la voie à une lecture européocentrique de l'histoire, où l'Europe se considère comme l'héritière du patrimoine grec via l'Empire occidental romain, en occultant 1000 ans d'histoire de l'Empire romain oriental Byzance, dont je suis le descendant, je suis grec catholique, byzantin. Ce schéma restreint la substance historique à l'Europe occidentale moderne, qui occuperait la place du pôle autour duquel tournent des millénaires d'histoire la plus grandiose et des cultures gigantesques établies au loin en toute modestie. Système planétaire de la plus originale invention, disait Oswald Spengler dans Le déclin de l'Occident. Je cite, « On choisit un paysage unique et on décrète qu'il sera le centre d'un système historique. Ici est le soleil central. D'ici se diffuse la vraie lumière qui éclaire tous les événements historiques. D'ici, comme d'un point perspectif, on en peut mesurer la signification. Mais en réalité, c'est ici l'orgueil qui parle, orgueil de l'Européen occidental qu'aucun scepticisme n'arrête. Nous lui sommes redevables de l'énorme illusion d'optique, depuis longtemps passée à l'état d'habitude, qui nous fait croire qu'au loin, en Chine et en Égypte, l'histoire de plusieurs millénaires se condense en quelques épisodes, tandis qu'auprès de nous, dans nos régions, depuis Lucer et surtout Napoléon, les décades s'enflent comme des fantômes. Fin de citation. Cet orgueil de l'Européen occidental transparaît en effet en filigrane à travers les efforts déployés par Hegel pour faire naître la philosophie au sein du classicisme grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, sans qu'elle soit redevable à personne de ce miracle unique. Pour faire valoir sa double hypothèse d'une Grèce qui aurait tout inventé d'une part, et la filiation tardive de l'Europe occidentale avec cette Grèce à travers l'Empire romain occidental d'autre part, Hegel se trouve en effet obligé
d'occulter le rôle de Byzance, de l'Asie et de l'Est en général dans l'avènement de la philosophie qui devient pour lui fondamentalement occidentale. Le prix à payer dans cet exercice forcé est un discours européocentrique qui sent le mépris pour un Orient imaginaire qui n'aurait aucunement participé à l'avancement du savoir. Je cite Hegel de nouveau. Souvent, il arrive chez les orientaux, au moins il est plus tolérant que, par exemple, Ernest Renan, qui a été cité aujourd'hui dans sa thèse de doctorat sur Averroès, et qui disait clairement, c'est pas aux sémites qu'on demande des leçons de philosophie. Et il voyait que Averroès a bien travaillé son Aristote, et ça le dérangeait. Hegel ne va pas jusque-là, il est plus nuancé. Souvent, il arrive chez les orientaux, les hindous notamment, c'est Hegel qui parle, heureusement, qu'ils poussent cette abstraction à l'extrême, qu'ils passent 10 années, par exemple, à faire pénitence sans autre profit spirituel que d'entretenir en soi un vain plaisir à se tourmenter, à se rendre insensible à toute souffrance. Ou bien, pendant des années, contemplant le bout de leur nez, assis là sans penser la moindre idée, sans intérêt, inconscient, ils demeurent dans cette abstraction la plus intime, dans ce vide parfait en silence de mort. Ce n'est point ici le terrain de la liberté, de la pensée libre, mais celui de la volonté despotique, contingente, arbitraire, ayant en face d'elle la volonté la plus profondément passive. C'est à l'Occident seulement que se lève la liberté. La pensée y rentre en elle-même, devient pensée universelle, et l'universel devient par suite l'essentiel. Fin de citation. Je n'aime pas être arabe dans cette position-là, bref, ou hindou. Si la naissance de la philosophie chez les Grecs, telle que conçue par Hegel, a créé un malentendu avec les autres civilisations orientales, beaucoup plus anciennes, Égypte, Babylone, Phénicie, Chine, Inde, il y a du monde là. L'autre volet de son schéma relatif à la périodisation du Moyen-Âge occidental ne fait qu'élargir ce malentendu pour atteindre plus spécifiquement la philosophie dite arabe ou islamique. Là, on rentre dans le sujet de la conférence. En effet, le premier malentendu entre l'histoire de l'Occident devenue universelle et une certaine histoire arabe se manifeste clairement dans la méthode hegelienne d'associer le début du Moyen-Âge à la chute de l'Empire romain occidental, chute de Rome, au Ve siècle. Ce Moyen-Âge prend fin 1000 ans plus tard avec la chute de l'Empire romain oriental, chute de Constantinople, au XVe siècle. Associé d'ailleurs au début de la Renaissance italienne. Mais on ne nous dit pas pourquoi. Il y a eu Renaissance parce que Constantinople a été pris par Mohammed al-Fatih. Et parce qu'il y avait une délégation byzantine qui venait chez le pape demander de l'aide pour une croisade pour sauver le dernier fief de la chrétienté. Et il voulait discuter de la nature du Christ, le pape. Constantinople est tombé pendant qu'ils discutaient sur la nature des anges, et c'est eux qui, avec leur bouquin épais grec, qui ont relancé la Renaissance italienne. Bon. Associé d'ailleurs au début de la Renaissance italienne. Entre ces deux dates, Hegel attribue à l'Empire germanique le rôle de gardien de la philosophie grecque qui se convertit en philosophie chrétienne, tout en occultant l'histoire de Byzance et de son Église orthodoxe, dont la culture était restée grecque, et en occultant également l'existence d'une philosophie arabe ou juive, dont le seul mérite serait celui de traduire et de transmettre la philosophie grecque en Europe à travers l'Espagne musulmane. Le second malentendu de l'histoire universelle de Hegel concerne directement l'islam, comme force émergente à partir du 7e siècle. Les chroniqueurs musulmans sont unanimes à refuser une périodisation faisant du Moyen-Âge européen la référence universelle débutant avec la chute de Rome au Ve siècle et inaugurant une longue période de ténèbres qui serait le destin aussi bien de l'Occident que de l'Orient.
Cette périodisation va à l'encontre de leur propre histoire, les musulmans. Pour les chroniqueurs musulmans, l'émigration, ce qu'on appelle chez les musulmans l'hégire, al-hijra, de Muhammad en 622 de la Mecque à Médine est le début du calendrier musulman qui vient démarquer la période pré-islamique, jahiliya, qui veut dire ignorance. Pour les musulmans, le Moyen-Âge, c'est avant l'islam. Jahiliya, ça s'appelle, de la période de l'âge d'or de l'islam. À partir de 622, le musulman considère qu'il vit sa période des Lumières, justement au moment où l'Européen sombre dans les ténèbres du Moyen-Âge. C'est un malentendu de taille avec l'histoire universelle de Hegel. Le troisième malentendu est celui du rapport entre le christianisme, l'islam et la philosophie grecque. Le point commun au christianisme et à l'islam consiste dans le fait que chacune de ces deux religions a eu recours à la philosophie grecque pour défendre sa foi. Au premier siècle du christianisme oriental, les pères de l'Église ont trouvé dans la philosophie de Platon une base pour fonder la doctrine de l'Église. Le dogme de la Trinité trouve son fondement dans le Timée de Platon et sa théorie de la création. On peut dire schématiquement que cette influence platonicienne trouve sa formulation théorique chez saint Augustin, tandis que l'influence d'Aristote arrive à contrebalancer celle de Platon beaucoup plus tard avec saint Thomas d'Aquin. Et il y avait des avant, mais saint Thomas, c'était le tournant. Quant à l'islam, son expansion rapide de l'Arabie vers les périphéries de l'Empire byzantin, surtout en Syrie, l'a mis en confrontation directe avec le patrimoine culturel grec, défendu par l'Église byzantine d'Orient, et non pas par l'Empire germanique de Hegel. C'est justement entre le 7e et le 8e siècle que va surgir la science du kalam, science de la discursivité ou de l'argumentation. C'est ce que j'ai traduit ça par ça. Et à sa suite, la première école philosophique islamique se réclamant d'Aristote, le mu'tazilisme. Le terme mu'tazilisme, du verbe i'tazala, a pris plusieurs significations. Ça veut dire se séparer, ou être dissident, ou s'isoler pour les uns, s'abstenir ou se tenir à l'écart pour les autres, dépendamment des luttes qui opposaient les différentes sectes islamiques, Milal et Nihal, on appelle ça, qui s'entretuaient pour la succession de Mohammed entre sunnites, chiites et kharijites. En parlant de philosophie arabe, Hegel semble être catégorique à l'identifier à la scolastique chrétienne, dont le fondement alexandrin et néoplatonicien constituent leur dénominateur commun, et Hegel de conclure, je cite, « Une exposition particulière de la philosophie arabe a peu d'intérêt. Et d'autre part, ce qu'elle a d'essentiel lui est commun avec la philosophie scolastique. Elle n'est pas intéressante par son contenu, auquel on ne peut s'arrêter. Ce n'est pas une philosophie, mais un certain style de pensée. » Et Gilles, 100 ans plus tard, il répond la même chose. À la lecture du Guide des égarés de Maïmonide, le vrai nom de Maïmonide en arabe, c'est Moussa ibn Maïmoun. Il était le médecin du fils de Salah ad-Din, celui qui a chassé les croisades, un juif d'Andalousie qui a refusé de servir Richard Cœur de Lion et qui écrivait en arabe. À la lecture du Guide des égarés de Maïmonide, c'était un rabbin. C'est pour ça que chez les Hébreux, on l'appelle Rabbi. Rabbi veut dire monseigneur chez les Hébreux, en arabe qui veut dire monseigneur. À la lecture du Guide des égarés de Maïmonide, Hegel semble découvrir l'école du kalam, mutakallimun, ou parlant, que le traducteur latin de Maïmonide, qui lui a servi de référence, semble traduire par les midabberim, qui ne veut rien dire, là. Je ne connais pas ce mot, alors que Maïmonide l'avait écrit en arabe. C'est justement cette école qui a retenu l'attention de Hegel lorsqu'il aborda la question de la philosophie arabe dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie. Mais il en tire un jugement négatif, le confortant
dans son jugement critique vis-à-vis de l'esprit oriental qui caractériserait les Arabes. Nous pouvons dire, je cite Hegel, des Arabes, que leur philosophie ne constitue pas un échelon spécifique dans le développement de la philosophie. Ils n'ont pas fait avancer le principe de la philosophie. Dans cette philosophie, comme dans celles qui suivent, les questions principales ont été celles-ci: savoir si le monde est éternel et démontrer l'unité de Dieu. On songeait principalement à cet égard à défendre les doctrines musulmanes, ce qui enfermait l'activité philosophique dans les limites de ces doctrines. Les Arabes, comme les chrétiens occidentaux, ont été limités par les dogmes de leur Église, si l'on peut appeler cela des dogmes, si peu qu'ils en aient eu, ils étaient tout de même plus libres. Mais d'après tout ce que nous savons d'eux, ils n'ont fait, quant au principe, aucun véritable progrès. Ils n'ont établi aucun principe supérieur de la raison consciente d'elle-même. Ils n'ont pas d'autre principe que celui de la révélation, un principe extérieur. Fin de citation. Hegel. Après une longue citation de Maïmonide sur le kalam des parlants et les mu'tazilites, Hegel finit par condamner l'esprit oriental de cette philosophie en l'accusant de la dissolution du pensée déterminé. Tout en associant l'arabe à l'esprit oriental incapable de philosopher, Hegel lui épargne ici au moins le ridicule qu'il réservait à l'hindou, capable qu'il était de passer des années à méditer le bout de son nez sans penser la moindre idée. Loin de moi l'intention de remettre en question l'érudition de Hegel ou son esprit encyclopédique. Je me permets seulement de soulever à ma façon quelques thèmes philosophiques arabes qui ont déterminé la synthèse faite par des philosophes arabes entre Aristote et l'islam. Ces thèmes me paraissent dignes d'un questionnement philosophique qui essaye d'éviter les préjugés occidentaux sur un Orient imaginaire réduit à l'hindou qui médite le bout de son nez. Indépendamment de l'emploi qu'il en fait et des conclusions qu'il en tire, Hegel a bien fait de choisir le guide des égarés de Rabbi Moussa ibn Maïmonide pour s'initier à la philosophie arabe. Il s'en est servi pour critiquer les parlants et l'école du mu'tazilisme, sans savoir peut-être que Rabbi Moussa ibn Maïmoun s'inscrit lui-même, comme son contemporain Averroès d'ailleurs, dans la lignée de cette école rationnelle, qui essayait de faire la synthèse entre la logique d'Aristote et les Écritures saintes, ou de soumettre le Coran à la critique de la raison, comme l'a fait Averroès. C'est ça l'enjeu. L'enjeu théorique de cette synthèse consiste à analyser le rapport entre la raison et la foi, qui me semble être un thème philosophique par excellence, surtout dans un contexte islamique traditionnel du 7e et 8e siècle qui traitait d'hérétiques les mutakallimoun, parlants, et les mu'tazilites, de Hassan al-Basri et Wasil ibn Atta, les fondateurs de l'école. Ou dans un contexte andalou, beaucoup plus tard, orthodoxe, islamique et juif, qui condamnait la rationalité d'Averroès et celle de Rabbi Moussa ibn Maïmoun. Le thème qui sous-tend ce débat est celui de la création ou de la non-création du Coran, parole divine, pour les mu'tazilites, et qui va les conduire à la conclusion qu'on peut soumettre cette parole divine à la critique rationnelle et logique. C'est pour ça qu'ils étaient traités d'athées par les orthodoxes. Par une autre voie, celle de la théologie négative de Philon d'Alexandrie, le raisonnement de Rabbi ibn Maïmoun le conduit à considérer que Dieu, ne possédant pas l'attribut de la parole, qui ne peut lui être donnée que par homonymie, et par conséquent, la voix qui fut perçue par Moïse sur le mont Sinaï était une voix créée. Citation de Guide des égarés. Soumettre la parole d'Allah ou la loi de Moïse à la critique de la raison, voilà ce qui a valu aux Mu'tazilites et plus tard à Averroès, ainsi qu'à Rabbi ibn Maïmoun et plus tard à Spinoza, la condamnation respective de l'orthodoxie musulmane et juive.
que Hegel, qui cite Rabbi ibn Maymoun pour parler de philosophie arabe, persiste à croire que les Arabes, comme les chrétiens occidentaux, ont été limités par les dogmes de leur Église et qu'ils n'ont pas d'autre principe que celui de la révélation, un principe extérieur, cela ne peut s'expliquer que par les limites de l'orientalisme du XIXe siècle, où Hegel avait puisé sa conception approximative d'un esprit oriental qu'il s'est refusé à suffisamment connaître avant de le condamner. Excusez. On est correct pour le temps? Limite, j'arrive. En effet, une des conséquences de ce débat théologico-philosophique soulevé par les Mu'tazilites sur la création du Coran est celui du libre arbitre, comme étant l'héritage philosophique qui a survécu à la persécution des Mu'tazilites sous le califat abbasside al-Mutawakkil. C'est justement ce thème philosophique qui va inspirer les hommes de la Renaissance arabe Nahda au XIXe siècle. La doctrine de la liberté est d'abord exigée par la conception rationnelle que les Mu'tazilites ont de Dieu. Dieu est juste et ne fait que le bien. Il ne peut donc créer des infidèles et des impies, ni créer dans l'homme des actes d'impiété ou d'infidélité, ou s'il le peut, absolument parlant, puisqu'il est tout-puissant, il ne le fait pas. Le mal vient de l'homme. D'autre part, Dieu ne saurait récompenser ou punir des êtres qui ne seraient pas les auteurs responsables de leurs actions. C'est pourquoi il ne crée pas les actes humains, prédestination. Ce qu'il crée, c'est le pouvoir d'agir librement comme conséquence de la création d'un être doué de raison, de réflexion et de délibération, ainsi que de la capacité de choisir. Ainsi, si le mal, ou du moins la possibilité du mal, n'existait pas du côté de l'essence des créatures, l'homme ne pourrait exercer sa liberté en choisissant le bien. Sur le thème de la liberté humaine, les Mu'tazilites se distinguent de la position de Rabbi ibn Maymoun, qui se range du côté de la prédestination et de la loi de Moïse, tout en essayant de la réconcilier avec la liberté du choix entre le bien et le mal. Le dernier thème qui nous intéresse chez les Mu'tazilites est le concept d'un entre-deux qui préfigure le purgatoire comme un troisième lieu entre l'enfer et le paradis et qui touche directement le champ théorique actuel de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. C'est sur ce thème que le fondateur du Mu'tazilisme, Wasil ibn Ata, s'est séparé de son maître Hassan al-Basri. À la question politique soulevée par les Kharijites. Les Kharijites, ce sont des gens qui se classaient contre les chiites et contre les sunnites, et c'est eux qui ont tué l'imam Ali, la référence des chiites. Donc, à la question, un musulman qui a commis un péché grave, kabira, peut-il encore être considéré comme musulman et aller au paradis? Les Kharijites ont répondu à cette question en termes négatifs et intransigeants, alors que les Murji'ites, ceux qui reportaient ça plus tard, suspendaient leur jugement en se remettant au jugement de Dieu à la fin des temps. La nouveauté de la réponse de Wasil ibn Ata consistait à ne pas glisser sur le terrain politique qu'impliquait cette question à l'époque de la guerre civile musulmane opposant les chiites de Ali aux sunnites de Muawiyah, et d'apporter une nouvelle nuance subtile. Celui qui a commis un péché grave doit être placé dans une situation intermédiaire entre l'infidélité, kufr en arabe, et la foi, iman. Il s'appelle fasiq, un nouveau concept, et occupe un rang intermédiaire entre celui du fidèle et celui de l'infidèle. Il n'est pas condamné à l'enfer et ne mérite pas encore le paradis. C'est la demeure entre les deux demeures, manzila bayn al-manzilatayn en arabe.
sans être accusé d'infidélité, kufr, ni traité en kafir, c'est-à-dire exclu de la communauté musulmane et en certains cas mis à mort. Un tel homme ne peut jouir de toutes les prérogatives que la loi accorde aux vrais croyants. Dans le contexte musulman de l'époque, c'est très important. Si vous faites la comparaison des croisades, par exemple, qui ont trouvé une fatwa pour faire une croisade contre les albigeois. C'était une croisade pas contre les musulmans, à Jérusalem, au sein de l'Europe, les traitant d'hérétiques, donc les considérant comme kafirs. J'arrive. Dans son livre La naissance du purgatoire, j'achève, Jacques Le Goff affirmait que l'insertion longtemps lente et aléatoire d'un au-delà intermédiaire entre l'enfer et le paradis, puis son épanouissement comme élément capital de la nouvelle société et de la nouvelle idéologie qui se mettent en place au seuil du monde moderne occidental vers 1200, est un des grands épisodes de l'histoire spirituelle et sociale de l'Occident. La naissance d'un entre-deux est un grand événement. Fin de citation de Jacques Le Goff. La naissance du purgatoire. Si cette affirmation de Jacques Le Goff sur l'importance du purgatoire est fondée, il est regrettable qu'il n'ait pas signalé le débat sur le même sujet qui préoccupait les Arabes 4 siècles plus tôt. D'autant plus que, dans la présentation de son livre, il affirme que cette enquête qui suit les avatars de la naissance du purgatoire, de l'Antiquité à la divine comédie de Dante, montre que la genèse d'un phénomène historique ne s'éclaire que par un faisceau de séries documentaires. Si le mu'tazilisme, j'y arrive là, combien de temps? 8 minutes? Ok. Si le mu'tazilisme de Wasil ibn Atta du 8e siècle a pu se mettre à l'écart de la guerre civile, opposant les sunnites aux chiites, tout en étant condamné et critiqué par l'orthodoxie sunnite, le mu'tazilisme du 9e siècle s'est trouvé associé au chiisme au moment où le 7e califat abbasside al-Ma'moun imposa le mu'tazilisme comme doctrine officielle du califat. Fils de Haroun al-Rachid, mais de mère iranienne, son règne est marqué par une influence iranienne qui l'a poussé à renverser son demi-frère Al-Amin et à utiliser le mu'tazilisme comme doctrine idéologique pour persécuter les sunnites. Ses successeurs, Al-Mu'tasim et Al-Wasiq, continuèrent la même politique religieuse, mais avec Al-Mutawakkil, la réaction triompha. Le nouveau califat voulait se concilier les sunnites et tous ceux qui avaient souffert de l'inquisition de Ma'moun prirent leur revanche. Ce fut le début de la fin pour les Mu'tazilites. C'est avec l'école de l'Ash'arisme que va se développer une théologie sunnite. D'abord adepte du Mu'tazilisme et disciple d'Al-Juba'i, Abu al-Hassan al-Ash'ari s'en sépara par la suite. L'idée ici que cette école qui a même marqué ses adversaires, a obligé même la théologie, je dirais, sunnite, à commencer chaque traité de théologie par un chapitre sur la logique d'Aristote. C'est une tradition mu'tazilite, c'est dire l'influence du mu'tazilisme dans l'étude de la philosophie islamique. Elle ne sera remise en question, cette influence, que 2 siècles plus tard par Abu Hamid al-Ghazali, qui, en défendant la doctrine de la prédestination, ne se contenta pas de critiquer le mu'tazilisme, mais s'attaqua à la philosophie grecque qui est leur source d'inspiration. Son fameux livre « Ruine des philosophes » Tahafut al-Falasifa fut l'objet d'une réplique d'Averroès dans son livre « Ruine de la ruine » Tahafut al-Tahafut. Je me contente de ces quelques thèmes philosophiques, choisis parmi tant d'autres, car étudier sérieusement les différents courants et écoles de la philosophie arabe dépasse largement le cadre de cette conférence. Le seul courant rationaliste arabe qui va du mu'tazilisme en passant par Al-Kindi, Ibn Rushd et Ibn Khaldoun mérite à lui seul un livre que je prépare en ce moment. Si j'avais évoqué la rationalité du mu'tazilisme dans ma conférence,
Ce n'est pas seulement pour riposter aux préjugés hegeliens relatifs à l'esprit oriental, ni à montrer que les Arabes n'étaient pas que des traducteurs de la philosophie grecque. Je l'ai évoqué pour dire que l'Occident qui a inventé cet Orient imaginaire a fini par être perplexe face à sa création, en mélangeant la fascination de l'exotisme de l'Orient, le mépris de son ambiguïté et la peur de son despotisme. C'est dans cette philosophie arabe occultée que j'ai puisé les outils critiques pour condamner l'intégrisme des mouvements islamistes actuels. Ces mouvements, aussi bien sunnites que chiites, ne sont pas les héritiers d'une philosophie arabe rationnelle occultée, mais ils sont plutôt la création de régimes despotiques qui veulent perpétuer leur pouvoir et se justifier devant l'Occident qui les a soutenus comme étant les ennemis du terrorisme qu'ils ont eux-mêmes créé. Pourquoi cette philosophie est restée impensée en Occident? La réponse est peut-être à chercher dans le récit hegelien qui raconte une certaine histoire de la philosophie qui nous empêche d'aller voir ailleurs. On a déjà assez souligné l'influence du schéma hegelien de l'histoire de la philosophie qui traverse les écrits des historiens de la philosophie en Occident, d'Ernest Renan à Étienne Gilson, pour ne citer que ces deux. Alain de Libera a eu au moins le mérite de présenter une autre histoire de la philosophie qui ne réduit pas le Moyen-Âge à ses seuls auteurs latins et qui réhabilite et la philosophie arabe et la philosophie juive. Tant qu'on n'est pas sorti du récit hegelien de l'histoire de la philo, l'esprit oriental restera pour nous un mystère à mépriser ou à craindre, et dans les deux cas, à ignorer. Merci.